Voilà la Zambie. On ne peut pas estimer que tout le monde sait où ça se trouve. Voilà la carte. C'est un pays très intéressant. Je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. Si vous faites partie de la francophonie, je pense qu'il est très essentiel d'expérimenter la culture anglo-saxonne. Très importante. Je pense que vivre dans la francophonie toute sa vie, c'est un peu comme lire une seule page d'un livre. Le président zambien vient de demander à ses compatriotes de rentrer en Zambie. C'est-à-dire vous vivez aux États-Unis depuis un temps, vos documents ne sont pas tout à fait légaux ou corrects, ou bien vous avez franchi la limite autorisée officiellement par la mission américaine en Zambie à travers le visa qui vous a été octroyé, rentrez en Zambie. Si vous êtes en difficulté, allez chercher l'ambassade zambienne pour qu'on vous aide à rentrer. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que cela signifiait que pour les Zambiens à l'étranger, si vous êtes en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique ou dans une situation similaire ailleurs, il est crucial de 1. Contacter votre ambassade ou au commissariat et on découvrira tout de suite pourquoi on parle de la Zambie. Je sais que vous êtes là, vous aimez quand on parle du Bénin, du Burkina, du Togo, là ça vous fait du bien. Pensant que l'Afrique ne se limite qu'à ces pays-là, absolument pas. Il faut élargir sa connaissance, je pense que c'est très important pour vous. Le gouvernement veut organiser de retours volontaires, c'est-à-dire retours volontaires en Zambie. Et dans quel objectif ? Pour éviter les conséquences négatives telles que la possible déportation forcée, les interdictions ou des difficultés de revenir dans le pays d'accueil ou en Zambie. Le 4 juin, M. Trump a dit ouvertement que beaucoup de pays seront rajoutés dans la liste de 38 pays qui seront barrés. En tout cas, empêchés officiellement d'entrer aux États-Unis. C'est-à-dire ces pays ne recevront plus de visa pour les États-Unis d'Amérique. Je répète, le 4 juin, M. Donald Trump a dit « Je veux mettre 36 pays et dans lequel je veux rajouter une liste de 12 pays qui seront interdits d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Si vous ne faites pas ces 4 choses, quelles sont ces choses ?» Trump dit dans un délai de 60 jours. Les gouvernements cités doivent résorber les difficultés qui ont été présentées. Quels sont ces pays concernés ? Il y a l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde ou Cap-Vert, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe. Alors, quels sont les critères ? Qu'est-ce que Trump veut que vous fassiez ? Sinon, votre pays sera bloqué d'entrer aux États-Unis. Voilà les critères. Les critères incluent une sécurité de passeport faible, c'est-à-dire la sécurité de passeport faible. Si vos passeports sont des passeports faibles en sécurité, vous ne rentrerez plus aux États-Unis d'Amérique. Des dépassements de visa, oui. Donc, si les ressortissants d'un pays à qui on a octroyé un visa des États-Unis partent et ne rentrent pas, les États-Unis d'Amérique ne donnera plus des visas à ces pays. C'est-à-dire, il est maintenant de la responsabilité de votre gouvernement de s'assurer que quand vous partez aux États-Unis d'Amérique, que vous rentriez au moment prévu. C'est-à-dire, vous êtes aux États-Unis d'Amérique après avoir reçu un visa, votre gouvernement doit vous appeler pour vous dire, monsieur, nous savons que votre visa a encore 5 jours d'éligibilité. C'est-à-dire, dans 4 jours, il faut déjà rentrer. Si vous ne rentrez pas ici à la maison, on va déranger tes parents. C'est littéralement ça ce que Trump demande. Si vous prenez un visa pour les États-Unis d'Amérique, parmi les pays cités là, vous arrivez chez les gens, vous arrivez là-bas, vous voulez rester. Au moment opportun, s'il reste 5 jours, il faut que votre gouvernement appelle. Il faut qu'on t'appelle, monsieur Léonard. Hein, tu es parti là-bas, c'était pas visa d'études, hein? C'était visa de visite, de tourisme. Hein, ça, on a vu la date ici, c'était le 10. Le visa qu'on t'a donné, c'était de 2 semaines. Et là-bas, ça montre qu'il est le 22. Il est temps de commencer à rentrer. Sinon, ici, on sait là où ta mère vit. On va déranger ta mère. Trump veut une coopération concernant les ressortissants en situation irrégulière. C'est-à-dire quoi ? Si vous êtes ivoirien, par exemple, et le gouvernement américain veut des informations personnelles sur votre personne, ils doivent être à mesure de le recueillir sans difficulté à travers le gouvernement ivoirien. Vous comprenez ? Si Donald Trump dit « j'ai besoin de savoir A, B, C, D, où il habite, qui est son père, qui est sa mère, où, tout ça », votre gouvernement ne peut pas garder ces informations. C'est une obligation. Préoccupations liées au terrorisme et aux activités anti-américaines. Donc, si vous êtes impliqué dans l'histoire du terrorisme, écoutez, voilà. Deuxièmement, en ce qui concerne les Américains, si vous dites des histoires qui vont à l'encontre de la politique étrangère américaine, vous pouvez être perçu contre anti-américain. C'est ça la définition des activités anti-américaines. C'est-à-dire si les États-Unis décident de soutenir un pays que vous n'aimez pas et vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce fait, on peut juger cela comme une activité anti-américaine. Parce que voilà, il n'y a pas des descriptions par rapport à ce qui est anti-américain ou pas. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
pour aller avoir un visa américain, une tentative d'obtention de visa, il faudrait avoir votre réseau social ou vos médias sociaux ouverts à tout le monde. Vous n'êtes plus autorisé à avoir des comptes privés. Vous comprenez? Pour avoir un visa aux États-Unis aujourd'hui, pour les États-Unis, il faut que tous vos comptes des réseaux sociaux soient ouverts. Parce qu'il faudrait qu'on aille jeter un coup d'œil pour voir de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous publiez? On peut même remonter jusqu'en 2017, ce que vous avez fait comme commentaire pendant la première situation de Donald Trump et tout le bazar. Et évidemment, ça compte. C'est donc ça. Donc c'est ça. On a donné ces critères. Je les énumère encore une fois. Sécurité des passeports faibles. Les passeports faibles seront interdits. Dépassement de visa. Donc, que votre gouvernement s'assure que vous rentrez quand il est temps. Manque de coopération concernant les ressortissants en situation irrégulière. Ici, on parle d'une situation très délicate. Il y a un moment, les États-Unis ont refoulé plusieurs personnes au Soudan du Sud. Okay? Vous voyez la carte du Soudan du Sud. Pendant qu'ils ont fait ça, ils ont refoulé une personne qui n'était pas soudanaise au Soudan. Alors le Soudan dit non, on peut pas accepter cette personne parce qu'évidemment, il n'est pas soudanais. Il faudrait le reprendre. On leur renvoyé la personne aux États-Unis d'Amérique. Les Américains étaient tout à fait en colère. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Désormais, puisque vous avez fait ça, nous allons annuler tous les visas de tous les ressortissants soudanais, même ceux qui sont réguliers aux États-Unis d'Amérique. Donc, ceux qui n'ont absolument rien fait ont subi les conséquences de ce que le gouvernement a fait. Est-ce que ces conséquences étaient justifiées? Bah, écoutez, la personne qu'on a envoyée au Soudan, c'était un Congolais de la République démocratique du Congo, envoyé au Soudan. Est-ce la responsabilité du Soudan de garder un Congolais qui vit illégalement aux États-Unis d'Amérique? Et puis, bah, regardez la distance entre le Congo, RDC et le Soudan. C'est une distance éléphantesque. Il est quasiment impossible d'y aller à pied. Et surtout même pas en voiture. C'est impossible parce qu'il n'y a pas de route. L'entièreté du pays, ici, il n'y a pas de route. Les routes n'existent pas. Enfin bref, pour se déplacer de là, ouais, Goma à là, Kinshasa, il faut automatiquement prendre un avion. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est impossible, ça existe. C'est la forêt dans... Enfin bref, continuons. Donc le Zambie s'est plié disant, écoutez, les amis, si vous êtes là-bas, rentrez à la maison pour éviter les sanctions. C'est-à-dire, voilà, monsieur le président américain a parlé, il faudrait chercher un moyen pour s'assimiler. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que nous vivons vraiment dans un monde libre où les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent? Les gens ont le droit de vivre comme ils veulent. C'est pas pour dire qu'il faut aller chez les gens dans un pays d'autrui pour rester pendant une éternité, parce que bon, c'est une spécialité africaine, il faut le dire. Il faut l'avouer. Est-il raciste, Donald Trump, de vouloir à ce que vos gouvernements africains puissent prendre charge de vos allers-retours, s'assurer que vous rentriez à la maison au moment opportun? Compte tenu des statistiques, les Africains sont ceux qui partent et ne rentrent pas. Je pense que voilà, à un certain moment, il faut rentrer chez soi. Il faut rentrer chez soi. Si vous pouvez pas rentrer dans votre pays parce que c'est un pays complètement banane. L'Afrique est-elle prête pour la démocratie, la liberté, l'égalité, le respect? C'est difficile en Afrique de voir une personne puissante respecter ceux qui sont pas aussi puissants à son niveau. C'est rare de voir en Afrique une personne noire puissante respecter et considérer la vie, la position, la stance d'une personne moins puissante. C'est difficile. Je ne sais pas si les Africains sont prêts. L'Afrique est-elle prête pour la démocratie? Parce qu'évidemment, on entend très souvent les gens dire le colonialisme a fait ceci, l'esclavage nous a dépouillé de tout ce que nous avions, la France, l'Europe, les États-Unis. D'accord. Okay, ils font des choses négatives, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous vous faites à vous-même entre noirs? Et c'est ça, je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes m'insupportent, c'est parce que la vérité est toujours difficile à absorber. Comment est-ce que vous vous supportez, vous vous tolérez entre vous? C'est facile de dire au racisme, ok, en France, en Belgique, on nous considère mal, en Allemagne, on n'aime pas les Noirs, mais comment vous vous traitez entre vous? Parce que généralement, les gens ne vous traitent qu'en rapport avec le traitement que vous affligez à vous-même. Comment votre gouvernement vous traite? Avant d'accuser un gouvernement étranger de vous avoir maintenu à l'immigration pendant des heures. Comment vous considérez chez vous quand on vous maintient sous les ordres de quelqu'un? C'est choquant. C'est bouleversant, il faut commencer par ça. Le président camerounais Paul Biya vient de faire un remaniement total de l'armée. Un changement emphatique grave. Le président Biya a procédé à un remaniement significatif de la haute hiérarchie militaire. Ça se passe dans l'armée. Biya a publié une série de décrets nommant des nouveaux chefs d'état-major pour l'infanterie, l'armée de l'air et la marine, tout en promouvant 8 généraux de brigade au grade de général de division. Donc beaucoup de gens dans l'armée ont été changés. On a fait un remaniement total, on a placé au-dessus des positions ceux qui n'étaient pas tout à fait là-bas, et c'est très intéressant. C'est intéressant de voir pourquoi, parce que ça se passe justement au moment où il annonce sa candidature à la présidentielle. 2 jours seulement après avoir officiellement annoncé sa candidature pour un 8e mandat aux élections présidentielles prévues le 12 octobre 2025. Cela est conforme à nos statuts, article 27, alinéa 3 des textes de base du RDPC,
Cela est également conforme aux appels pressants des millions de Camerounaises et de Camerounais qui ont exhorté le président à se porter candidat. Nous sommes donc très satisfaits, mais nous savons que le travail ne sera pas facile. Nous avons plusieurs adversaires qui sont également compétents, travailleurs, percutants, et nous devons ratisser large, nous devons quadriller le terrain politique. L'armée est très importante, n'est-ce pas? L'armée salutaire. Pourquoi on changerait les choses? On ferait un remaniement de l'armée au moment où on veut se présenter à l'élection présidentielle. C'est certainement pour des raisons bien précises. Okay? Je pense qu'il est manifestement clair. Comme on sont d'accord plusieurs experts, on le fait pour s'assurer sa position, assurer que son mandat passe. Les analystes considèrent ce calendrier à l'ampleur de ce changement comme une stratégie visant à renforcer la loyauté militaire, en plaçant des figures de confiance autour du président dans une période électorale politique sensible sur fond de critiques croissantes liées à son âge et à son long règne. Vous savez, le règne d'une personne ou de quoi que ce soit ne peut pas être éternel, sans remaniement, sans changement, sans reconfiguration. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont avec le temps qui deviennent frustrés, okay, qui sont touchés par votre façon de gérer les choses et veulent un changement. Bien qu'ils ne le diront pas ouvertement, Monsieur le Président, je pense qu'il est temps de partir, mais ce sont des gens qui, à court de temps, avec le temps, deviennent de plus en plus frustrés et pas tout à fait joyeux par rapport à ça. Ils feront tout à fait semblant. Et pour s'assurer que ça passe, il faudrait accorder des opportunités à ceux qui n'en avaient pas dans le passé, afin de réciproquer une certaine loyauté au moment des élections. Le 13 juillet 2025, Biya annonce officiellement sa candidature pour un 8e mandat. Le 16 juillet 2025, décret publié remaniant la haute hiérarchie militaire en promouvant des généraux. Vous pensez que les gens qui ont été bougés là sont contents? Non, ils sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait des investigations pour s'assurer. Celui-là, on le garde. Celui-là, on l'enlève. Parce que bon, lui là, on ne sait pas trop c'est quoi sa position. À 92 ans, Paul Biya est le plus ancien chef d'État en exercice en Afrique. Il s'est longtemps appuyé sur les forces de sécurité puissantes pour maintenir son emprise sur la présidence, qu'il occupe depuis 1982. Monsieur le Président depuis 1982. Et Paul Biya trouve que dans l'entièreté du Cameroun, parmi tous ces Camerounais ici, il n'y a aucun qui soit à la hauteur de sa capacité cérébrale. Il n'y a pas un seul Camerounais qui puisse assumer le rôle de l'office le plus haut de la République. Donc, en d'autres termes, les Camerounais sont bêtes, quoi. Monsieur Biya, dans d'autres endroits, évidemment, à son âge, devrait être à la retraite, en train de jouir de tout le grand travail qu'il a accompli pour la nation, n'est-ce pas? Mais au Cameroun, c'est pas le cas. La candidature de Paul Biya est une candidature de trop pour le Camerounais. Pour le Camerounais qui, depuis des années, on n'a rien vu. De 43 ans, on pensait que les 43 ans lui suffisaient largement pour prendre sa retraite. Nous, on s'attendait à l'alternance au sommet de l'État. Par exemple, nous, depuis que je suis né, j'ai seulement vu un seul président. On s'attendait à voir un nouveau visage. Mais moi-même, j'ai été surpris par l'annonce de la candidature du chef de l'État. Mais nous comprenons aussi une chose, d'après quelqu'un que je respecte, que chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Okay, le dirigeant n'est pas importé d'ailleurs, c'est l'un de vous. Il ne fait que répliquer ce que la grande majorité des Camerounais feraient. C'est ça, c'est simple. Ah oui, c'est pas moi qui le dis. Chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Pour l'interrogation. Est-ce que M. Biya veut vraiment être président? C'est ça la question. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent à la tête de l'État, viennent avec de très bonnes idées. Beaucoup de gens. Initialement, ils veulent vraiment faire des choses bien. Mais arrivé à la tête de l'État, ce qui se passe, c'est quoi? Les proches, les amis, les membres de famille, les cousins, tout le bazar qui viennent. Mais attends, Dieu t'a donné le pouvoir. C'est Dieu qui t'a placé là, n'est-ce pas? On te rappelle même des versets bibliques, quelquefois, pour les chrétiens. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'autorité, n'est-ce pas? Toi, tu veux prendre l'autorité que Dieu t'a donné ça à la population. Pourquoi? Non, il faut rester là. Il faut rester là. Pourquoi tu dois partir? Parce que c'est à travers cette autorité que Dieu nous donne que nous vivons. À notre aise, nous sommes dans de bonnes conditions. Pourquoi tu veux changer ce que Dieu a placé? Voilà. Est-ce que c'est M. Biya qui veut vraiment être président? Ou bien il y a des gens autour de lui qui renforcent cette idée selon laquelle seul lui peut assumer ce rôle le plus important de la patrie? C'est un problème réel. Au Cameroun, malheureusement, même les avocats n'ont pas de droit. Le Cameroun, c'est une vraie république bananière. Ah oui, c'est une vraie république bananière. Quand on tabasse les avocats. Et puis bon, généralement, ils s'effacent ici sur Internet, mais là-bas, ils font rien. Voilà. C'est ça. Les avocats sont battus. Récemment, on a tapé les avocats parce qu'ils ont présenté un truc. On a tabassé les avocats. Est-ce que c'est la France? C'est les États-Unis? Non. Le vrai problème, c'est en Afrique. Voilà pourquoi moi j'ai interdit. Je ne m'appelle pas mon frère. Je ne suis pas votre frère. Ok? Parce que les gens les plus méchants dans le monde qui sont ici,
parmi ces gens-là qui vous ressemblent. C'est eux qui sont les plus méchants. C'est eux qui feront tout pour vous détruire. C'est eux qui feront tout pour remettre en question tout ce que vous avez bâti. C'est eux qui feront tout pour dévaluer, pour dégrader, pour dénigrer. C'est eux qui feront tout pour détruire votre vie, pour détruire votre caractère. Ils feront tout pour désengager, désempoisser tout ce que vous avez créé. C'est eux. Ce ne sont pas des blancs qui viennent vous détruire. Jamais. Peut-être la politique blanche, on pourrait comprendre, ils sont là pour leurs intérêts, les mines et tout le bazar. Mais après ça, sur le plan humanitaire, hein, uno, ce sont les noirs, c'est vous. Mais attendez, exposez-moi le contraire. La différence, c'est que vous racontez beaucoup de choses, mais aussitôt qu'on vous place en position de pouvoir, c'est incroyable. Même dans certains pays ici, où on parlait de dictature, vous arrêtez l'opposition, tout le bazar. Montrez-moi un seul pays en Afrique ici, où on n'arrête pas l'opposition. Montrez-moi un pays en Afrique où l'opposition n'est pas arrêtée. Ceux qui arrêtent les gens de l'opposition sont des Blancs, ce sont des Français, des Américains. Il faut arrêter à un moment donné. Les oppositions sont soit jetées en prison ou bien tuées. C'est comme ça l'Afrique. Ça ne se passe pas comme ça en Europe. Je suis désolé. Alors, M. Biya, il a apporté Internet au Cameroun, il faut le reconnaître. S'il n'y avait pas de M. Biya, aujourd'hui, Internet du Cameroun serait toujours en train de venir du Bénin et tout le bazar, comme dans le passé. Bon, M. Biya a fourni beaucoup d'efforts. Je pense qu'il est important de reconnaître l'importance de l'honneur. Et je n'arrêterai pas de le dire. L'honneur est très important pour l'homme. Un homme sans honneur est pire qu'un chien. Un homme sans honneur et dignité ne vaut pas mieux qu'un chien. Même certains chiens ont l'honneur. C'est-à-dire quand vous le mettez contre mur, ils réagissent. Même si dans sa nature, ce chien ne serait peut-être pas agressif, mais si vous le placez contre mur, il réagit. Et c'est vraiment étonnant de voir que certains Africains sont aussi mous que des chaussettes. C'est dégoûtant. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui eut le courage d'ouvrir sa bouche à l'égard de ce pays aussi puissant, soutenu par les États-Unis de l'Amérique. Beaucoup de pays africains se sont abstenus par peur. Okay, pas essentiellement parce qu'ils pensent le contraire de l'Afrique du Sud, mais par peur de représailles. Okay? Il y a même certains pays qui sont agressés eux-mêmes, mais qui ont osé soutenir Israël dans leur rythme. Okay? C'est vrai, chacun peut soutenir ce qu'il veut, mais quand vous êtes agressé, vous ne pensez pas qu'il faut quand même assez de... Enfin, bref. Seule la Namibie, avec l'ex-président, le défunt, eut le courage de dire « Nous soutenons l'Afrique du Sud dans son combat ». L'Afrique du Sud et plusieurs autres pays ont fait un bloc pour empêcher à ce que Israël continue à faire ce qu'il fait à Gaza. Un bloc de 12 pays réunis en Colombie a convenu mercredi d'adopter des mesures pour faire pression sur Israël, afin de mettre fin à ses actions militaires dans les territoires palestiniens, notamment en empêchant la fourniture de transferts d'armes et de carburant. Donc ces pays se sont mis ensemble pour empêcher le transfert d'armes, de carburant et tout le bazar. Comment ils le feront? On va le découvrir tout de suite. Ils le feront à travers de blocages par des ports, par tous les moyens internationaux. La déclaration conjointe a été signée par la Colombie, l'Afrique du Sud, la Bolivie, le Cuba, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, la Malaisie, la Namibie. Ce qui est intéressant ici, on voit certains pays musulmans, sauf peut-être l'Afrique du Sud, la Namibie et Cuba, le Nicaragua et Oman. Ils veulent s'assurer que leurs industries ne contribuent pas à faciliter le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et autres violations de droit international. Vous savez, généralement, quand on envoie un cargo à un autre pays, dans certaines conditions, ce cargo est obligé de s'arrêter quelque part. Peut-être par maintenance, par besoin de carburant, besoin de se renflouer en nourriture. Il faut s'arrêter quelque part, faire des escales. Alors, ils ont refusé chaque escale qui représenterait peut-être un danger pour les Gazaouis, où les habitants de Gaza sera interceptés et déclassés ou rejetés carrément. Dans cette même logique, les signataires s'assureront et chercheront également à empêcher le transit, l'amarrage et l'entretien de navires dans leur juridiction s'ils estiment qu'il existe un risque à ce que ces navires soient utilisés pour transporter des armes, du carburant ou du matériel militaire à destination d'Israël. Bon, je pense qu'il est important de revenir en arrière ici. Quand ça se passait à Gaza, les Sud-Africains ont emmené en justice l'État israélien, disant qu'il commettait ce que vous connaissez. Et contrairement à ce que les gens pensaient, ils ont eu faveur du système judiciaire à la Cour internationale de justice. La requête place les actes et omissions génocidaires d'Israël dans le contexte plus large des 25 ans d'apartheid, des 56 ans d'occupation. Cette même cour qui a été créée dans l'objectif de juger tous ceux qui feraient du mal à d'autres populations pour des raisons similaires. Je répète, cette cour a été créée dans l'objectif que ce qui s'était passé aux Juifs dans le passé en Allemagne ne se reproduise plus jamais pour quelconque raison. C'est la raison pour laquelle on a fait ça. On a créé cette cour dans l'objectif que si un tyran, un président prenait tout son pouvoir et commençait à massacrer, à maltraiter, à affamer des gens, il subirait des conséquences ultimes par rapport à cela. C'était l'objectif.
L'objectif était clair. L'objectif, c'était de décourager à ce que ces genres d'histoires se répètent. L'Afrique du Sud a emmené en justice Israël. Benjamin Netanyahu a été condamné pour crime de guerre. Et il y a un mandat d'arrêt international sur sa tête. Mais à l'arrivée de Donald Trump, qui est fervent supporter d'Israël, il a présenté des explications selon lesquelles l'Afrique du Sud est un pays raciste. Les Blancs Sud-Africains subissaient un génocide effroyable en Afrique du Sud. Chose qui est absolument pas correcte. Parce que s'il y avait génocide en Afrique du Sud, certainement, vous verrez les images. C'est aussi clair que ça. Quand il y a eu génocide au Rwanda, on a vu les images très vite. Quand il y a eu génocide quelque part en Europe, on a vu les images. Alors c'était simplement les inventions dans l'objectif de placer l'Afrique du Sud contre mur. Et après, c'est là qu'est-ce qui s'est passé. Puisque l'État sud-africain, comme beaucoup de pays africains, reçoit de l'aide significative sanitaire venant des États-Unis, y compris PEPFAR, USAID. C'est un système évidemment établi par les États-Unis d'Amérique pour aider beaucoup de pays de tiers-monde dans l'objectif de pouvoir assurer la santé des gens vivant avec le VIH et de tuberculeux. Ils ont coupé l'aide directement contre l'Afrique du Sud. Couper l'aide, pourquoi? Parce que Donald Trump savait qu'en Afrique du Sud, ceux qui sont atteints du VIH ne sont pas blancs. La grande majorité de ceux qui sont atteints du VIH sont des gens noirs. Voilà pourquoi, dès le départ, il n'avait pas coupé AGOA. AGOA, c'est le système qui permet aux Africains de pouvoir exporter aux États-Unis sans avoir à payer des taxes. Le système AGOA profite plus aux blancs sud-africains qu'il n'en profite aux noirs. Donc, s'il faut frapper l'Afrique du Sud, qui est dérangeant, c'est taper là où ça fait mal. C'est-à-dire ceux qui sont en train de s'attendre à recevoir de l'aide sur le plan sanitaire sont ceux qu'il faut frapper. Ils ont ensuite mis des taxes. L'objectif, ce n'était pas parce que l'Afrique du Sud a fait ce que l'Afrique du Sud a fait. L'objectif, c'est parce que l'Afrique du Sud a emmené Israël à la justice. Maintenant, au moment où nous parlons, Trump a soumis un taxe de 25% sur l'Afrique du Sud, anéantissant ainsi même l'AGOA, ce système qu'on a placé qui permet à l'Afrique du Sud de pouvoir exporter les voitures, parce qu'il y a des voitures comme Mercedes et BMW qui sont fabriquées en Afrique du Sud. Ah oui, exporter de l'agriculture, des pommes, des citrus, des oranges, des bananes et tout le bazar qui partent aux États-Unis, qui sont produits par des fermiers sud-africains. Et il y a à peine 2 jours d'ailleurs, on vient de refuser un visa à un diplomate représentatif de l'envoi sud-africain aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est un bras de fer réel. L'objectif, c'est quoi? C'est de pousser l'Afrique du Sud au point de retirer sa plainte contre Israël. La question est celle-ci. Ce qui se passe entre Gaza et Israël n'est certainement pas notre problème. Mais ce qui fait poser beaucoup de questions, c'est voir la position que prennent beaucoup d'Africains, en disant, c'est écrit dans la Bible, celui qui combattra, sera l'ennemi. Il faut comprendre que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il faut comprendre que en Israël, on n'est pas chrétien en Israël, ok? C'est judaïque. Ce n'est pas chrétien du tout. Autant on peut soutenir, c'est bien de soutenir ce qu'on veut soutenir, mais il faut toujours garder la tête froide. Il faut toujours être juste dans son soutien. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui fait un mal réel, qui tue, parce qu'il est écrit quelque part. Il est aussi écrit que vous pouvez prendre des prisonniers et les maltraiter. Ah oui, il est aussi écrit que vous pouvez prendre des esclaves qui viennent de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il faut faire très attention. Encore une fois, on parlait d'honneur et des considérations. L'honneur, ok? Quand une nation, malgré les difficultés qu'elle traverse actuellement, continue d'appliquer ces principes selon lesquels ils ne peuvent pas laisser passer cette histoire qui fera souffrir d'autres nations. C'est ça le sens de l'honneur que nombreux Africains doivent apprendre. Okay? Les Sud-Africains se sont libérés eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin de... C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont levés partout dans le monde, mais ils sont sortis dans les rues. Ils ont été fusillés pour recevoir leur liberté. Ils ont accepté d'être fusillés, chose que nombreux Africains n'ont pas. Il y a de nombreux Africains vivent dans des conditions absolument difficiles parce qu'ils n'ont pas de courage. Ce sont des pleurnichards. Ils parlent beaucoup, mais si on leur dit sortez dans les rues, c'est vrai, sur 10 000 personnes, on en tuera peut-être 100. Mais le reste continuera dans la liberté. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le sens d'honneur. Il y a des raisons pour lesquelles dans la vie, on donne sa vie. Il y a des raisons pour lesquelles dans la vie, on accepte la misère. Ah oui. Mais il y a de nombreux... Voilà ce qu'on dit. Si une personne n'a pas de raison pour laquelle il donnerait sa vie, il ne mérite même pas de vivre. Guinée équatoriale a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice à La Haye. Contre qui? Contre la France. La Guinée accuse la France de violer le droit international en refusant de restituer un somptueux manoir évalué à 100 millions d'euros. C'est-à-dire la France a saisi et mansion. Manoir, c'est un mansion, c'est-à-dire une très grosse maison. Ok, on va essayer de définir et comprendre ce que c'est. Puis
comprenez tout à fait, comprenez, on ne peut pas estimer que tout le monde comprenne ce que c'est manoir, parce que nous ne sommes pas français, donc excusez-nous. Certainement, on se pose la question de savoir pourquoi la France saisirait telle une propriété qui ne l'appartient pas, surtout à un gouvernement étranger. C'est choquant, c'est bouleversant, n'est-ce pas? La propriété a été saisie par les autorités françaises suite à une condamnation de 2017 de Teodoro Nguema Obiang Mangué. Qui est-il? Teodoro Obiang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Il a été accusé de corruption et de blanchiment d'argent. La raison pour laquelle on a saisi ce manoir à 100 millions de dollars, c'est parce qu'on a accusé Teodoro Obiang de corruption et de blanchiment d'argent. Teodoro Obiang est le fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui dirige la Guinée équatoriale depuis 1979. C'est ce monsieur ici, généralement, je sais, pour ceux qui suivent, même sur Internet, vous le remarquerez, c'est une personne qui vit la vie, okay? La très grande vie. Des grandes voitures, souvent en bateau, en voyage, usage de grandes villas. C'est une personne qui ne se prive absolument de rien. Mais comme on le disait, c'est le fils du président Obiang Mangué. Il est aussi le vice-président du pays. C'est quand même intéressant, hein? Il y a un président qui est le père, le vice-président qui est le... On croirait qu'on vit dans un royaume. Si le pays était un royaume, ça ne poserait aucun problème. Mais je pense que ça pose problème pour beaucoup de personnes de voir que le président soit le père et le fils soit le vice-président. Y aurait-il pas de personnes assez compétentes pour assumer ce rôle ou c'est une question de loyauté? Certainement, le président se dit, si je plaçais pour vice-président mon fils, je serais sûr qu'il n'y aurait pas de coup d'État à mon égard. Mais oublions aussi, il faudrait le mentionner, le père est arrivé au pouvoir en renversant son propre oncle, Francisco Macias Obiang. Et depuis, il est à la tête du pays jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même intéressant, vous savez, vous êtes président de la République, vous avez un neveu très ambitieux, et vous vous dites certainement à mon neveu, je pourrais faire beaucoup de choses, je pourrais offrir beaucoup d'opportunités. Après tout, c'est mon sang, n'est-ce pas? Ne sachant pas que c'est le neveu qui va vouloir être calife à la place du calife. Choquant, n'est-ce pas? Alors, la Guinée équatoriale demande des mesures fortes contre la France pour empêcher la France de vendre le manoir qui leur appartient et pour obtenir un accès immédiat, allégeant un néocolonialisme et une atteinte à sa souveraineté. C'est-à-dire, la Cour de justice internationale doit empêcher la France de vendre ce manoir ou vendre ce château, si vous préférez, de vendre ses biens et de redonner accès au gouvernement guinéen à ces endroits et aussi accuse la France de néocolonialisme et de paternalisme. Ont-ils raison ou pas? Réfléchissez-y. Quand vous voyez un pays africain qui acquiert des choses dans un pays étranger et finalement le pays étranger se décide de saisir ses biens, est-ce du colonialisme ou pas? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu enquête. Quelle enquête? L'enquête a été menée suite à plusieurs plaintes, surtout celles qui étaient déposées en 2011 par un groupe de la société civile Transparency International. Transparency International a joué un rôle très important. Ils ont poussé les autorités françaises à enquêter sur Obiang pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Transparency International est une organisation très intéressante. Vous vous posez certainement la question de comprendre comment est-ce qu'une organisation peut porter plainte à un pays. Transparency International est une organisation non gouvernementale, une ONG évidemment, mondiale dédiée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité dans tous les secteurs de la société. Fondée en 1993 à Berlin. Et elle a sa présence physique dans plus de 100 pays. Transparency International existe dans 100 différents pays. Leur objectif, c'est la transparence et l'équité. C'est une organisation qui a pour objectif de s'assurer qu'il y a des conséquences vis-à-vis des leaders qui prennent l'argent d'un peuple et le dépensent ailleurs pour leur bien personnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? D'autre part, c'est eux qui donnent l'indice et la perception de la corruption d'un pays. Quand vous entendez dire que le Nigeria est le pays le plus corrompu du monde, c'est eux qui ont fait des analyses, de recherches, qui ont été sur place pour juger le Nigeria est le pays le plus corrompu du monde, par exemple. L'organisation a été fondée par Peter Hagen, un Allemand. Okay? C'est une personne qui a travaillé longuement pendant au moins 20 ans chez World Bank. Suite à son expérience personnelle, étant été exposé à la corruption par les leaders politiques africains, il a décidé qu'il fallait avoir un système de transparence. Il était frustré que les bailleurs internationaux ne tiennent pas les élites bénéficiaires responsables, surtout quand à leur propre système favorisait la corruption. En d'autres termes, à chaque fois qu'un pays africain ou un leader africain allait en Europe pour acheter des grandes maisons et autres bazars, les pays européens ne remettaient pas ces leaders en question, ne posaient pas de questions, savoir d'où vient l'argent. Comment est-ce que vous dépensez 200 millions de dollars pour acheter des histoires? Alors, M. Peter Hagen s'est dit, suite à son expérience, responsable d'ouvrir quelque chose, de commencer quelque chose qui remettrait en question tous les leaders du monde. Alors, rentrons dans notre histoire de la Guinée.
Suite à ces accusations, évidemment, le verdict est tombé. On a condamné le vice-président à contumace, à une peine de 3 ans avec sursis. Lui-même était absent du procès. Sa peine de 3 ans, évidemment, on parle d'un vice-président d'un pays libre. Il ne sera pas jeté en prison, c'est-à-dire, sauf récidive dans un délai donné. C'est-à-dire, monsieur, on te condamne à 3 ans de prison, mais tu n'iras pas en prison. Si dans un espace de temps, tu recommets encore une bêtise, alors là, on t'arrête, on te jette en prison. Bon, maintenant, posez-vous la question, si un pays étranger peut arrêter un vice-président d'un pays pour le jeter en prison pour une histoire pour laquelle il a été condamné. On lui a aussi demandé de verser 30 millions de dollars de son argent. En attendant, on a saisi ses voitures de luxe, le manoir, les œuvres d'art, les voitures, les Rolls-Royce, les Ferrari, les Bugatti. Encore une fois, monsieur Obiang, c'est quelqu'un qui vit la vie. Il est toujours ici, là-bas, dans des grands endroits, en train de vivre grand, en train de vivre large. Well, Théodora a fait appel dans la plus haute juridiction française et malheureusement pour lui, elle a confirmé la condamnation et l'amende. Le procès en cours en France est une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Maintenant, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous pensez que c'est du colonialisme? C'est la pression sur un pays indépendant? Continuons notre histoire. Les biens deviennent propriété de l'État français. C'est-à-dire, tout ce qu'on vendra, la maison de 100 millions de dollars avec 101 chambres. Imaginez une maison avec 101 chambres. C'est pourquoi faire? 101 chambres. Monsieur Obiang a dit que cette maison est censée être l'ambassade de la Guinée équatoriale. Mais en réalité, la France dit, nous avons déjà l'ambassade de la Guinée équatoriale qui existe ici. Ça, c'est pas l'ambassade. Vous dites ça simplement pour vous couvrir parce que vous savez que nous sommes en train de faire une investigation. Et pour justifier cela, voilà pourquoi vous dites que c'est l'ambassade. Ce n'est pas l'ambassade, c'est un bien privé. Une maison de 101 chambres. Cette maison sera vendue, les voitures seront vendues et tout ça deviendra propriété de l'État français. Et certainement vous dites, comment est-ce possible, c'est injuste. Comment ça fait que l'État français pourrait prendre des histoires qui ne leur appartiennent pas pour en faire les leurs, n'est-ce pas? Eh bien, heureusement pour tout le monde, en 2021, une loi majeure a été adoptée pour garantir que le bien mal acquis soit restitué au peuple d'où il a été volé. C'est-à-dire finalement, la France ne prendra pas vraiment cet argent pour la garder, mais ils trouveront un moyen d'envoyer l'argent à la population équatorio-guinéenne. Comment? Évidemment, les recettes reçues depuis la vente de ces histoires seront allouées à financer des projets de développement dans les pays victimes. Ici, la Guinée équatoriale, c'est-à-dire des projets de construction d'hôpital, projets de construction d'écoles, et ça ne sera pas de l'argent délivré au gouvernement guinéen. Cet argent sera délivré aux ONG françaises qui iront travailler sur place. Alors, en d'autres termes, quelque part, il faut se dire, c'est votre argent que l'on prend. On va manager ça de notre façon. On n'est pas tout à fait, on peut pas savoir comment on peut quantifier la quantité d'argent qui a été dépensé en Guinée. C'est difficile à dire. On ne sait vraiment pas si l'argent sera vraiment utilisé pour la Guinée ou une partie de l'argent sera utilisée pour la Guinée pendant que l'autre sera justement porté disparu. Parce qu'attends, si on veut dépenser de l'argent en Guinée, on va dépenser tout l'argent. Il faut des frais de fonctionnement. Il faudrait embaucher des gens. Est-ce que toutes les personnes embauchées seront équatorio-guinéennes? Point d'interrogation. Ce n'est pas du tout la première fois que ces genres d'histoires arrivent, les amis. Mais avant de le dire, on va essayer de voir qui sponsorise Transparency International. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'un pays peut saisir les biens privés d'un président de la République d'un autre pays? Oui, juridiquement parlant, ils peuvent le faire. S'ils ont des données confirmant que l'argent utilisé n'appartient pas au président de la République, c'est l'argent du peuple. L'argent du pays a été utilisé pour des biens privés. Le pays hôte peut saisir ces choses. Alors, on parlait de Transparency International. Qui sont leurs sponsors? Parce qu'évidemment, il faut être sponsorisé par quelqu'un pour effectuer ces genres d'histoires. Il faut embaucher des gens et tout le bazar. Pour ceux qu'on peut citer, la Commission européenne, ministère britannique d'Affaires étrangères. Nous avons aussi Open Society, que vous connaissez certainement. Nous avons Fondation Bill and Melinda Gates Foundation. Ils font partie de gens qui financent cette organisation. Je sais que vous êtes certainement contre ces personnes, mais la question demeure. Ont-ils raison ou tort de faire ce qu'ils font? Est-ce avantageux ou pas pour la population équatorio-guinéenne? Ceci est déjà arrivé dans le passé, ce n'est pas la première fois. Il y a le président du Zaïre. Voilà, le Zaïre qui est devenu la RDC. C'était un pays très puissant à l'époque quand c'était encore le Zaïre. Respecté et adulé par beaucoup de personnes. Beaucoup d'Africains voulaient être comme les Zaïrois. Le Zaïrois exhalait un charisme présentiel, une forte teneur. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est la rigolade. Le président Mobutu fait partie des présidents qui ont vu leurs biens saisis. Le compte bancaire, les biens de luxe ont été gelés, saisis après la chute de son régime. C'était à cette époque, il était faible. Il avait beaucoup d'histoires, investi dans beaucoup de pays européens. Voilà, on a tout saisi. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de ce qui a été saisi est réclamé par des membres de sa famille qui essayent désespérément de récupérer. Il y a aussi le président Sahi Abacha du Nigeria. Donc lui, on a récupéré 500 millions de dollars. Cet argent a évidemment été assigné au Nigeria. Congratulations.
Félicitations. Cet argent a été donné au Nigeria. Okay? Comment ça a été utilisé au Nigeria, ça c'est une autre question. Mais l'argent qu'ils ont dépensé ailleurs dans certains pays a été retourné au Nigeria. Il y a aussi le président Omar Bongo du Gabon. Okay? Le président Omar Bongo, qui était président depuis 1967, était accusé de détourner des milliards issus du pétrole gabonais. Le Gabon est un pays riche en pétrole. La France a enquêté et saisi des biens liés à la famille Bongo, notamment des propriétés de luxe à Paris. Évidemment, aujourd'hui, vous connaissez l'histoire. Voilà pourquoi certains leaders aujourd'hui n'investissent plus comme ça en Europe. Ils n'achètent plus des manoirs, des mansions, des villas et tout le bazar. Ils préfèrent mettre leur argent dans des endroits un peu pas traqués, comme Singapour et dans les îles et tout le bazar. Voilà ce que c'est, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La Guinée équatoriale a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice. Elle accuse la France de violer le droit international en refusant de restituer son somptueux manoir évalué à $100 millions. 100 millions d'euros. En effet, c'est plus que $100 millions. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? La France dit vouloir saisir ses biens, les revendre et peut-être redistribuer à la population locale. Mais elle ne le fera pas directement, mais à travers des ONG. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.